raciste. Donc l'antisémitisme n'est pas résiduel, comme l'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Il parlait des manifestations pour la Palestine, et non, nous n'avons jamais dit que l'antisémitisme était résiduel. Si, Jean-Luc Mélenchon, le 2 juin 2024 sur son blog. Il a lui-même expliqué qu'il ne parlait pas de ce qui se passait dans la société, mais de ce qui se passait dans les manifestations pour la Palestine, qui étaient exempts d'antisémitisme. Allez, avançons, entrons maintenant au cœur du projet de la France Insoumise. Mathilde Panot, avec ce concept défendu par Jean-Luc Mélenchon, comme ici à Toulouse, en janvier, pendant la campagne des municipales. Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre, parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Abel Mestre. Oui, alors ce concept de Nouvelle France qui avait été déjà développé par Jean-Luc Mélenchon lors de la première rencontre des quartiers populaires, ça, il y a quelques années, peine à convaincre, y compris à gauche. Beaucoup y voient un risque d'essentialiser les Français issus de l'immigration et d'exclure ceux qui ne le sont pas ou ceux qui ne s'identifient pas comme tels. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces critiques ? Alors au contraire, la Nouvelle France, c'est un concept qui ne permet justement de n'exclure personne et qui permet que la France regarde vers son avenir en assumant l'ensemble des composants du peuple de France. Alors évidemment, on a beaucoup focalisé, notamment de la part de l'extrême droite, mais pas que, sur le fait que nous parlions des personnes héritières de l'immigration, personnes racisées, en disant que au début de la Ve République, il y avait 1 personne sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Désormais, c'est 1 personne sur 3. Mais on pourrait parler de beaucoup d'autres composantes de cette nouvelle France. Par exemple, au début de la Ve République, vous aviez une homosexualité qui était encore pénalisée. Aujourd'hui, elle est légalisée. Les femmes n'avaient pas le droit d'avorter. Elles n'avaient pas la pilule. Vous avez, par exemple, une famille monoparentale sur 10 dans les années 1970. Aujourd'hui, c'est 1 famille monoparentale sur 4. Et on devrait parler plutôt de maman, d'ailleurs, seule avec des enfants, puisque à immense majorité, ce sont des femmes. Et tout ça doit avoir une traduction politique. En fait, ce que dit la Nouvelle-France, c'est le pays tel qu'il est aujourd'hui et qui ne supporte plus que les mains de son avenir soient uniquement dans les mains de certaines personnes. À l'époque, c'était évidemment des hommes. Alors maintenant, on considère un peu moins que les femmes sont des intruses en politique, mais qui permet justement de dire que nous voulons, dans l'entièreté de nos composantes, pouvoir justement prendre les mains sur notre avenir politique. Et je le dis à un moment où nous avons un gouvernement avec 14 millionnaires dans le Conseil des ministres. Pardon, mais dans ce que j'entends et de ce que vous expliquez de la Nouvelle-France, je retrouve peu ou prou ce qu'Emmanuel Macron appelait le Nouveau Monde en 2017. En fait, vous réactualisez ce concept, c'est ça ? Je ne me rappelle absolument pas de son concept de nouveau monde, mais peut-être que vous allez me l'expliquer. Il expliquait qu'il y avait un ancien monde qui avait vocation à disparaître et qu'il fallait une assemblée plus représentative, notamment dans son incarnation politique, mais aussi dans ce qu'elle portait comme combat. En tout cas, si c'est la manière dont il l'a porté, quand on voit le résultat, je disais, par exemple, d'un Conseil des ministres dans lequel le patrimoine moyen est de 1,5 million d'euros, je pense qu'on est très, très, très loin. Il y a une dimension de combat de classe aussi dans cette nouvelle France. Oui, bien sûr. Nous, on assume et on est fiers qu'il y ait, par exemple, à l'Assemblée nationale, des ouvriers spécialisés comme Laurent Alexandre qui est dans mon groupe, des chauffeurs de taxi, des professeurs, des associatifs, des syndicalistes. Et c'est ça aussi l'irruption de la nouvelle France qui arrive massivement. Vous n'êtes pas en train de remplacer la lutte des classes par la lutte des races, comme certains à gauche vous le reprochent? Certainement pas. Et je crois que c'est eux qui ont peut-être un problème avec le fait que nous pointions cette question-là, mais qui est une question réelle. À un moment, est-ce que ça nous interroge collectivement, le fait que, par exemple, l'Assemblée nationale ne ressemble pas au pays? Moi, ça m'interroge. Moi, je m'interroge quand je vois, par exemple, Bali Bagayoko. Il faudrait plus de Noirs et d'Arabes à l'Assemblée. Soyons clairs, Mathilde Panot. C'est un signal. Il faudrait plus de Noirs et d'Arabes à l'Assemblée. C'est ça que vous dites? Il faut une Assemblée nationale qui ressemble au pays, dans toutes ses composantes, y compris dans sa composante ouvrière, y compris dans sa composante associative. Oui, bien sûr. Je vais vous dire ce qui est fait à Bali Bagayoko. C'est pas seulement du racisme crasse. C'est un signal qui est envoyé à toutes les personnes noires et arabes de ce pays vous ne pouvez pas faire de politique, sinon directement, on vous fera des procès sur le fait que vous n'êtes pas tout à fait fidèle à la France, qui sont des procès d'ailleurs qui ont existé dans notre histoire contre d'autres personnes. Justement, Bagayoko, donc. Par contre, au fantasme de l'extrême droite. Je voudrais vous faire écouter ce qu'en pensait sur l'antenne de France Inter il y a quelques jours le patron des communistes, Fabien Roussel. Écoutez. Ce que fait la France insoumise avec ce principe de nouvelle France, il ne se bat pas pour l'égalité des droits. Lui, il fait du communautarisme. Il a un concept identitaire. Il essentialise les gens. Au lieu de se battre pour l'égalité des droits, quel que soit notre sexe, notre couleur de peau, notre religion. Mathilde Panot, ce qui va dans le sens, en quelque sorte, de Fabien Roussel, c'est aussi ce rapport à l'identité complexe au sein de la France insoumise.
qui est un mouvement où il y a diversité d'opinions, certes, mais où certaines prises de parole ont pu étonner, voire choqué. Sébastien Delogu, en décembre, à Saint-Denis-Pierrefitte, quand il dit « Vous avez une opportunité en or qu'un racisé dirige ces deux villes et qu'il fasse en sorte que le réel peuple de France prenne le pouvoir ici », Ali Diouara, récemment élu maire, qui était député dans votre groupe en 2022, lorsqu'il partage une photo du campus socialiste à Blois et qu'il commente « Salut les Blancs, on ne vous dérange pas trop », ou plus récemment encore, Danielle Obono, lorsqu'elle parle d'une gauche traditionnelle blanche et qu'elle dit ne pas se sentir chez elle à la fête de l'humain. Je la cite, « En vrai, il n'y a que des blancs. Ça me fait honte, ce qu'on renvoie de la gauche, c'est ça. » Et il y a au fond dans ces messages ce que vous évoquiez de la représentation et de la représentativité, mais il y a aussi ce vocabulaire blanc, noir, etc., que l'on entendait, c'est vrai, pour l'instant, en partie, en tout cas, sur les bancs de l'extrême droite. Est-ce que vous, ce vocabulaire, vous utilisez, par exemple, est-ce que vous vous considérez de la gauche blanche? Mais Madame Latrousse, à un moment, il faut nommer les choses. Et je comprends que ça soit inconfortable. Mais je parlais tout à l'heure d'une époque dans laquelle il n'y avait que des hommes en politique. Il n'y avait aucune femme. Est-ce que ça vous aurait choqué que quelqu'un vienne à un meeting en disant « Soyez fiers d'élire, par exemple, une femme maire ». Est-ce que ça vous choquerait? Ça ne vous choquerait pas? Pourquoi ça ne vous choquerait pas? Réfléchissez au biais qu'il y a sur cette question-là. Le genre en la matière. Donc, je vais vous dire, et vous le savez, sur toutes les personnes, tout ce qui est statistique ethnique, etc., il y a une traduction en France, par exemple, de ne pas les faire en considérant que précisément, oui, mais ça rouvre une boîte de pendant raciste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Justement, est-ce que vous vous considérez comme une députée blanche, vous? Oui, enfin, je suis une femme, je suis blanche. Oui, enfin, j'ai conscience des caractéristiques que j'ai. Mais je vais vous dire, nous défendons tous le même projet. Et tous ceux que vous avez cités sont les mêmes qui vont vous dire qu'ils se battent pour la République, pour l'égalité des droits, quelle que soit la couleur de peau, la religion, l'orientation sexuelle ou le genre de la personne. Mais à un moment, il faut nommer les choses. Et quand vous avez, par exemple, en politique, des espaces dans lesquels il n'y a effectivement que des personnes blanches et aucune personne non blanche, vous comprenez qu'en termes de participation, et d'ailleurs il n'y a qu'à voir les campagnes qui sont orchestrées contre les personnes non blanches qui se sont présentées, par exemple, aux élections municipales, avec nombre de menaces de mort, d'insultes qui ont été proférées, et avec derrière des conséquences. Ça a des conséquences, ce qui se passe. Le problème n'est pas de pointer le fait qu'il n'y a pas de personnes non blanches comme étant une chose qui doit être exigeante pour la gauche. Le problème, c'est quand on a des propos racistes qui sont sans cesse réitérés et qui mènent, par exemple, au pire. Par exemple, ce qui s'est passé en Haute-Loire il y a quelques jours, avec un retraité qui prend une carabine et qui tire sur des enfants de 6 à 12 ans. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas la une de tous les médias en continu? Normalement, ça devrait faire la une de tous les médias en continu. Pourquoi cet homme a été relaxé? Il n'est convoqué qu'en juillet. On est déjà très en retard. Pourquoi est-ce que toutes les alertes n'ont pas été entendues sur cette question? Non, mais j'en parle parce que c'est un sujet sérieux. Vous avez raison d'en parler. Vous avez derrière des conséquences concrètes.